Avertissement amical, ce film est un véritable film d'horreur avec des fantômes. Inspiré de 2 affaires paranormales qui ont choqué tout. Hong Kong en 2003. L'affaire du dentiste ivre de Thuan Mun et la femme en rouge. Ce film aux scènes de fantômes terrifiantes représente le summum de l'horreur. Hong Kong Ice. L'année touche à sa fin. Alors si tu as un ami qui aime s'habiller en rouge, appelle-le vite. De toute façon, si tu dors mal, tu ne vas pas le laisser dormir tranquille non plus. Thuan Mun est une zone toujours oppressante. C'est l'un des endroits les plus chargés en énergie. Sombre à Hong Kong. Un soir du 14e, jour du 7e mois lunaire, une femme vêtue de rouge erre sans but dans les couloirs d'un immeuble désert. Soudain, elle grimpe sur la rambarde et saute dans le vide dans une posture des plus étranges. Personne ne sait pourquoi. Ce n'est ni la première, ni la dernière à se jeter de cet immeuble surnommé le bâtiment. À intervalles réguliers, les drames se répètent. Les habitants du quartier vivent dans la peur. La nuit, on entend des pleurs de femmes venant de l'immeuble. Les portes se ferment dès la tombée de la nuit, et plus personne ne sort. Certains résidents brûlent même de l'encens, pour apaiser les âmes errantes et se protéger. L'histoire fait grand bruit. Le bâtiment est désormais reconnu comme véritable repère de fantômes. Très vite, la police reçoit un signalement et isole les lieux. L'inspecteur Gouillet et son assistant Ah Hao se rendent rapidement sur place. Les caméras de surveillance n'ont rien enregistré. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait rien. Même les agents du poste de police ont des doutes. Le 14 juillet, une femme en rouge dans cet immeuble, c'est sinistre. Guyeux, athée convaincu, ignore les superstitions. Il interroge les policiers, leur demande de rester sur place, puis monte avec Ah Hao et un caméraman au 4e étage. À la sortie de l'ascenseur, des papiers rituels jonchent le sol. Des inscriptions en rouge apparaissent sur les murs, dégageant une ambiance lugubre. Ils avancent prudemment dans les couloirs sombres. Mais plus ils avancent, plus Guyet sent son cuir chevelu se crisper. Au même moment, Ah Hao aperçoit des enfants qui jouent en bas de l'immeuble. Il avertit aussitôt Guyet, mais les enfants semblent aussi les avoir repérés. Il sursaute. Ah Hao a la sensation d'avoir vu un fantôme, mais Guyet le calme. « Tu te fais peur tout seul. Il est tard. Mais pourquoi des enfants ne pourraient-ils pas jouer dehors ?» À peine a-t-il fini de parler qu'en regardant de nouveau, les enfants ont disparu. Guyet demande au caméraman de vérifier les enregistrements, mais il n'y a aucune trace d'eux. Guyet est déconcerté. C'est alors qu'A Hao dit que les enfants sont peut-être rentrés. Guyet n'y prête pas plus attention et continue l'exploration du couloir. « Officier, j'habite ici, je ne suis pas là depuis longtemps. » Mais juste avant, quelqu'un a appelé depuis l'appartement 1005. Ça venait de par là. Guyet se précipite et grimpe vers l'étage 11. Mais le couloir est complètement vide. C'est alors qu'il se retourne, la silhouette du fantôme a déjà disparu. Refusant d'abandonner, Guyet court jusqu'au 12e étage. Là, au fond du couloir obscur, il aperçoit une silhouette féminine. Guyet s'approche pour voir de plus près. Mais au bout d'un moment, il revient précipitamment. Il demande aussitôt au caméraman s'il a pu filmer quelque chose. Sans surprise, à la relecture des images, on ne voit rien d'autre que Guyet. Absolument rien d'autre. Même Guyet, pourtant athée, dut reconnaître qu'ils avaient vraiment vu un fantôme. Sur place, il ordonne alors à ses hommes de plier bagages. Ils empruntent l'escalier de pierre, puis entrent dans l'ascenseur. Mais c'est là que survient un phénomène étrange. Après plusieurs montées et descentes, l'ascenseur revient toujours au 10e étage. Guyet pense d'abord à une panne. Pourtant, peu importe combien de fois ils essaient d'ouvrir les portes, ils se retrouvent inlassablement au même étage. Ce qui les glace davantage, c'est que la température dans l'ascenseur chute soudainement. Ils commencent à regretter d'avoir pris l'ascenseur. Quand les portes s'ouvrent à nouveau, encore une fois au 10e étage, ils n'osent plus rester une seconde de plus et fuient immédiatement. Ce jour-là, une nouvelle avancée surgit dans l'enquête. Après investigation, on découvre que la défunte s'appelait Ni Ruo. Il y a 3 ans, elle était venue à Hong Kong avec son mari Shen Ziyang. Mais après qu'elle ait sauté du haut de l'immeuble, son mari a disparu lui aussi. Ce qui intrigue, c'est que Ni Ruo vivait à Sham Shui Po, à plusieurs dizaines de kilomètres de Thuan Mun. Si elle voulait vraiment se suicider, pourquoi aurait-elle fait tout ce chemin jusqu'à Thuan Mun? À ce moment, un doute germe dans l'esprit de Guyet. En suivant l'adresse, ils arrivent au logement du couple. Guyet donne un coup de pied dans la porte. L'intérieur est en désordre. Envahi par la poussière, clairement inhabité depuis longtemps. En traversant le couloir, une porte pourtant bien fermée s'ouvre lentement. Ils entrent prudemment. Sur les murs, des coupures de journaux parlant des suicides à Thuan Mun sont affichées. Cela renforce la conviction de Guyet. La mort de Ni Ruo n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Il s'agit peut-être d'un meurtre, et le coupable pourrait être Shen Ziyang lui-même. C'est alors qu'une ombre noire glisse derrière la porte.
En un instant, la porte claque violemment. Ao se précipite, mais la porte est verrouillée de l'intérieur. Impossible de l'ouvrir. Guye lui fait signe de reculer. Ao fait un pas en arrière. Une seconde plus tard, ils ouvrent précipitamment la porte et inspectent les lieux. Il n'y a absolument personne à l'intérieur. Terrifiés, ils quittent immédiatement les lieux. Le soir venu, ils reçoivent une alerte. Quelqu'un aurait aperçu Shen Ziyang près de l'immeuble Ai Hui. Dès que l'alerte est donnée, ils foncent vers Tuen Mun Village. Et effectivement, quelques instants plus tard, Shen Ziyang sort lentement d'un vieil entrepôt abandonné. Alors qu'il s'approche de Shen Ziyang pour s'identifier, celui-ci les reconnaît et s'enfuit à toute vitesse. Heureusement, Guye ne se laisse pas faire. Finalement, les deux policiers réussissent à coincer Shen Ziyang dans une ruelle. « Monsieur l'agent, pourquoi vous m'arrêtez? Tuer ma femme pour toucher l'assurance. Je ne comprends rien à ce que vous racontez, c'est Niruo, non? Monsieur, j'ai rompu avec Niruo depuis longtemps. Ça fait des années que je ne l'ai pas vu. Vous devez vous tromper. Vraiment, j'y suis pour rien. Vous ne confondez pas avec sa copine de sa ville natale, cette Ah Feng. Ils retrouvent alors la meilleure amie de Niruo. Après vérification, ces propos confirment en grande partie ce que dit Shen Ziyang. L'affaire devient de plus en plus confuse. Alors qu'il pensait tenir une piste, elle se volatilise à nouveau. Et comme si cela ne suffisait pas, un nouveau drame surgit. Juste à côté, à Tingju Village, un nouveau meurtre étrange vient d'être signalé. Guye, alerté, se rend sur place et ouvre l'enquête. Tous les témoins sur place affirment la même chose. C'est une femme en rouge qui a tué. Il s'avère que les victimes étaient d'anciens camarades d'école. La veille, ils participaient ensemble à une émission paranormale, diffusée sur une radio locale. En 2003, un drame avait eu lieu sur l'autoroute de Tuen Mun. Un bus de la ligne 80 avait perdu le contrôle, était sorti de la route et s'était écrasé en contrebas, au niveau de Tingju Village. Aucun passager n'avait survécu. Depuis ce jour, des phénomènes étranges s'y produisent. Tous les soirs, une femme vêtue de rouge y errerait, troublant la tranquillité du village. C'est justement le lieu choisi par l'émission pour leur exploration nocturne. Pour cela, l'équipe avait fait appel à la célèbre maître Ling, surnommée Sœur San, spécialiste des esprits. Ensemble, ils se rendent sur les lieux de l'accident, du bus pour y tenir un rituel d'invocation. Maître San installe l'autel, récite des formules. Esprit de la femme morte. Madame Fantôme, aujourd'hui nous sommes venus vous parler. Le ciel et la terre sont témoins. Nous vous prions d'apparaître. À peine les paroles rituelles prononcées, l'ambiance devient immédiatement pesante. Ils se sentent vides, comme si leurs âmes s'étaient envolées. Certains commencent à regretter d'être venus. Même Maître San, pourtant expérimenté, semble pour la première fois réellement troublé. Et avant même que le groupe ne réagisse, une violente secousse secoue les lieux. Maître San perd le contrôle de son corps et se met à convulser. Je ne sais pas ce que tu veux. Pourquoi es-tu revenu ici? Je ne suis plus là. Tu me manques. À ce moment, il découvre que la légende du fantôme en rouge serait en réalité Jenny, la petite amie du professeur Abang. En 2003, lors de l'accident, Jenny était à bord du bus. Lors du crash, elle fut éjectée par la fenêtre, sa robe blanche imbibée de sang, mourant tragiquement sur place. Depuis sa mort, Abang n'a plus jamais eu de compagne. Il est resté seul jusqu'à ce jour. Alors qu'il venait enfin de retrouver une connexion avec elle, les lumières commencent soudain à clignoter frénétiquement. Une panique éclate, il fuit de la maison. Mais à ce moment-là, il découvre qu'ils ne sont plus que 5 alors qu'ils étaient 10 au départ. Personne ne sait ce qui s'est passé. En cherchant dans la nuit, ils aperçoivent des feux follets qui flottent dans le ciel noir. Pris de panique, chacun s'enfuit dans une direction différente. Certains se réfugient dans le temple ancestral du village. Maître San court prier les ancêtres pour leur protection, mais il est déjà trop tard. Lorsqu'ils retrouvent enfin les membres disparus, ils découvrent que l'un des étudiants est déjà... La gravité de la situation dépassait largement ce que l'émission avait imaginé. Ils n'eurent d'autre choix que d'appeler la police. Le soir, Guye était encore au bureau à classer les dossiers. C'est alors qu'un nouvel appel d'urgence arriva depuis Tuen Mun Village. Une femme aurait sauté du haut d'un immeuble. Mais ce qui est étrange, c'est que sur place, aucun corps n'a été retrouvé. Pensant à une mauvaise blague, Guye prit l'ascenseur jusqu'au 10e étage. À peine sorti, il vit une femme s'apprêtant à sauter. Il se précipita pour l'arrêter. Et là, il vit clairement son visage. C'était Luzini, la victime de l'accident de bus de Tuen Mun en 2003. C'est à cet instant que Guye comprit enfin. Toutes les choses étranges survenues jusque-là avaient été orchestrées par l'esprit de Luzini. Ce qu'il ne comprenait pas, c'était pourquoi elle s'en prenait à lui alors qu'il n'avait aucun lien. Ao semble comprendre son trouble. Il pense que l'âme de Luzini hante peut-être ces lieux pour une raison particulière. Ils vont alors interroger Abang,
l'ancien petit ami de Zini. Sous pression, celui-ci finit par tout avouer à Guye. En réalité, Abang et Luzini étaient enseignants dans la même école. Mais à l'époque, Abang avait eu une liaison avec une élève, Xiaoman, folle de jalousie Zini. Sous prétexte d'enseigner une leçon d'éthique, a humilié publiquement Xiaoman devant toute la classe, révélant sa relation avec le professeur. Or, Xiaoman souffrait déjà de troubles psychologiques graves. Après cet affront, elle monta sur le toit de l'école et se jeta dans le vide. Zini, bien qu'ayant été trahie, fut rongée par le remords. Elle pensa que Xiaoman ne méritait pas de mourir pour cela. Se sentant coupable d'avoir provoqué sa mort, elle prit un long congé pour voyager et oublier, sans savoir qu'elle allait périr dans l'accident de bus. Ainsi, ce triangle amoureux se termina tragiquement avec la mort de 2 femmes. Après avoir compris tout cela, Guye découvrit également une chose que personne ne savait. L'accident du bus n'était pas un hasard. Il avait été provoqué par le fantôme de Xiaoman, revenu pour se venger. Elle avait pris le contrôle du bus qu'elle empruntait souvent, causant l'accident mortel et faisant des 20 passagers ses offrandes sacrificielles. Puis elle déversa sa colère sur tous les hommes infidèles de Twenmon Village. Tous les suicides par défenestration à intervalles réguliers étaient son œuvre. Sans surprise, à peine rentré chez lui, Abang est victime d'un phénomène étrange. Alors qu'il s'apprête à ranger les affaires de Zini, il sent soudain une lourde pression sur son épaule. En retirant sa chemise pour regarder, il découvre une marque effrayante sur sa peau. Avant même de comprendre ce qui se passe, les lumières s'éteignent brusquement. Il prend sa lampe torche et avance vers le salon. « Bangser, tu as peur ?» Pendant ce temps, Guye, encore au bureau, reçoit un message d'Abang. « J'ai commis trop. » Même s'il n'a jamais trahi Zini, il se sent toujours coupable de la mort de 2 femmes. Mais désormais, il décide de laisser le passé derrière lui, pour se libérer, mais aussi pour libérer l'âme de Zini. Il brûle tous les objets ayant appartenu à Zini, car c'est le seul moyen de l'aider à se détacher du monde des vivants et ainsi entrer dans le cycle de la réincarnation. Voilà, c'est la fin de cette histoire glaçante. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochains récits. Je suis Liang Liang. À la prochaine.